travaillant comme ça. Ça, c'est Alors, clair. juste pour commencer, donc, selon vous, quel est le rôle d'un PDG dans une entreprise? C'est de s'occuper du travail des autres. Hein. Ouais. Ouais. Et est-ce que son rôle varie selon... Je sais, compliqué. C'est de s'occuper du travail des autres et de gérer les relations extérieures. Voilà. Ok, parfait. Et est-ce que son rôle varie selon le domaine professionnel de l'entreprise ou de la société, ou c'est toujours la même chose? Alors, pour moi, c'est toujours un peu la même chose quand même. Ouais. C'est toujours la même chose. Le domaine professionnel de l'entreprise, vous voulez dire son secteur d'activité, Exact. des choses comme Oui. ça, pour moi, c'est toujours la même chose. Ouais. Et est-ce que... en quoi les responsabilités du PDG sont-elles nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par les responsabilités du PDG? Donc, son rôle dans Ouais. l'entreprise, est-ce qu'une entreprise pourrait fonctionner sans le PDG? C'est une bonne question, ça. A priori, non. Ouais. A priori, non, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide en dernier ressort en fait, de la façon dont on organise le travail dans l'entreprise, qui arbitre, parce qu'inévitablement il y a des services qui vont avoir des points de vue différents, donc il faut que quelqu'un arbitre, et voilà, donc je pense que c'est indispensable. Maintenant, je suis un peu hésitant, parce que vous savez, la Belgique, ils sont restés plus de 6 mois sans gouvernement en fait, et puis Ouais. ils sont pas morts, quoi. Et il y a d'autres pays comme ça, donc parfois on se demande à quoi ça sert d'avoir un chef, c'est pas toujours évident comme réponse. Qui trouve un moyen de s'autogérer, dans Ouais. le fond. Ouais, ouais. donc selon vous... Et j'ai des exemples de PDG où, à mon avis, ils sont là parce que c'est le fils de papa et... Ouais. Ils n'ont pas nécessairement les compétences. Voilà, et l'organisation vit derrière, en fait. Mais voilà, donc Ouais. je pense que c'est indispensable. Voilà, maintenant, si l'organisation elle a été bien pensée en termes de gouvernance, à la limite, on peut très bien s'en passer pendant un certain temps, voire plusieurs années. Je pense pas que ce soit une situation idéale. Mais, Ok. Donc selon vous, nous en classe, on a appris que certaines entreprises s'autogèrent, donc il y a plusieurs rendez-vous où chacun se parle, et c'est souvent les travailleurs qui prennent les décisions parce que c'est eux qui font les tâches. Donc selon vous, ça fonctionne moins bien? non, ça c'est encore autre chose, parce que le PDG peut avoir un rôle là-dedans, en fait, de faire parler les gens, de créer le lien entre les personnes, et pour autant les personnes sont là en train de s'auto-organiser, en fait. Donc non, ça veut pas dire qu'il y a... Oui, c'est pas le contraire d'avoir un PDG, en fait, d'être organisé comme ça. C'est plutôt ici le rôle plus ou moins directif, en fait, du PDG, qui peut être très directif, imposer en fait ses volontés, ou prendre les avis du terrain et essayer de les coordonner pour en faire quelque chose de cohérent. Mais c'est bien toujours en fait un PDG, et on a les deux styles de management en fait différents. En revanche, ce à quoi vous faites allusion, je vois au moins deux choses en fait. La première, c'est tout ce qui les entreprises qui sont coopératives. Oui, c'est Ouais. D'accord. Là, c'est encore autre chose, parce que là, la structure de gouvernance, effectivement, elle donne peu de place au chef, et les gens se coordonnent. Mais en même temps, il y a toujours un chef, en fait, alors qui sera souvent élu, en fait, par ses pairs. Mais c'est bien la personne. Alors, il sera pas dans le rôle directif, parce que ça ne cadre pas avec l'ADN de ce type d'entreprise. Il n'aura pas un rôle très directif dans une coopérative, ça ne marche pas. Il devra essayer de mettre du lien entre les différentes composants, mais il sera toujours dans cette tâche de lien, en fait. Le rôle du PDG, pour moi, le rôle du président, du directeur général, c'est de mettre du lien entre les personnes. Alors, il peut le faire en étant très directif, ça suffit d'être directif pour mettre du lien. Et il peut le faire de façon très participative. Donc, la coopérative, en fait, il y a quand même un chef à la fin qui cherche à établir la coopération. Et puis, il y a un autre modèle encore qui est très à la mode en ce moment, c'est tous les entreprises, comment on appelle ça, les holacraties, les formes organisationnelles très, très autonomes, où les gens travaillent dans des équipes autonomes qui forment elles-mêmes des équipes autonomes, qui forment elles-mêmes des équipes autonomes. Et le rôle du chef, en fait, est très, très, très étroit, en fait, dans ce type d'entreprise. L'entreprise américaine qui est souvent citée là-dessus, c'est une filiale d'Amazon qui s'appelle Zappos, Z-A-2-P-O-S. Voilà. Donc voilà, donc ça n'empêche pas qu'il y ait toujours un PDG en fait dans cette histoire-là. Okay. Mais les équipes qui sont très autonomes, ça fait pas un peu qu'il y a moins de communication entre elles? Non, après il suffit juste de créer les endroits en fait, les lieux de communication. Elles peuvent... Nous par exemple ici on a ça, on a un département, il est très autonome, mais pour autant il y a des conseils dans lesquels on va se confronter aux autres départements pour équilibrer nos offres de formation, pour faire en sorte d'avoir un minimum de procédures en commun en fait. Donc ça c'est pas gênant. Après ça ne nous empêche pas de fonctionner
de façon assez autonome par rapport au département de finances, par exemple. Ok. Et est-ce que ce rôle-là du PDG a-t-il évolué au cours des 50 dernières années? Ou est-ce que ça a toujours été celui qui dirige? Ou, C'est celui qui dirige, c'est la manière de diriger qui a Ouais, changé en fait. la manière. Pour caricaturer en fait, 50 dernières années, les gens étaient peut-être plus directifs en fait qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez moins être directif que, à mon avis, qu'on l'a été avant, parce que simplement il y a le niveau de formation a augmenté en fait, et donc les gens qui commencent aujourd'hui dans une entreprise, ils ont déjà un niveau de formation très très élevé où ils n'ont pas forcément envie qu'on leur donne des ordres précis, qu'on soit très très directif sur la façon dont ils fonctionnent. Il y a 50 ans, c'était pas tout à fait la même chose. Il y a 50 ans, il y a des gens qui sortaient en France du baccalauréat, qui allaient travailler en entreprise, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de capacité. Et donc, il fallait souvent beaucoup plus directif. Et puis, l'état d'esprit, la société change. Il y a 50 ans, une dictature, ça marchait mieux qu'aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui, il y a de l'information partout. Moi, mes enfants, et quand je leur dis quelque chose, ils contestent tout parce qu'ils vont voir sur Internet si ce que je raconte c'est vrai ou pas. Donc, dans l'entreprise, c'est exactement pareil. Donc, on peut pas dire c'est comme ça et vous ferez pas autrement. Parce que les gens peuvent aller sur Internet et trouver qu'ailleurs, ça se fait autrement. Donc, du coup, il faut plus convaincre qu'avant, c'était plus de l'ordre en fait. On donnait un ordre et ça suffit. D'accord. Et est-ce que, selon vous, il y a des aptitudes et connaissances nécessaires pour le métier de dirigeant d'entreprise, donc des traits de personnalité ou des connaissances antérieures qui sont nécessaires pour cette position-là? C'est pas les connaissances, c'est il y a, vous savez, il y a du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est les métiers, les compétences que vous allez maîtriser, se servir d'Excel, de Word, comprendre la comptabilité, le marketing, les lois RH. Le PDG, il n'a pas besoin de maîtriser ses compétences. Il a besoin de connaître un petit peu quand même ce que c'est que la comptabilité, mais il n'a pas besoin d'être un expert de la comptabilité. Il a besoin de connaître un peu les ressources humaines, mais il n'a pas besoin, parce qu'il faut connaître les lois, savoir comment on traite les gens, mais il n'a pas besoin d'être un expert. En revanche, il a besoin de savoir-être, en fait, c'est-à-dire c'est la façon de se comporter avec les autres, faire travailler les autres. Et donc, lui, nous ici, quand on forme des gens en management, on va plutôt travailler sur leur personnalité que sur leurs compétences. Quand on va travailler sur les compétences, c'est pour qu'ils fassent des liens entre ces différentes compétences. Pas, par exemple, moi je m'occupe du MBA, on ne va pas former les gens à être super bons en comptabilité. On veut qu'ils fassent le lien entre la comptabilité, la finance, le marketing. Et par exemple, ils ont un mémoire à faire en finance et marketing. Mais ce n'est pas un mémoire en finance, un mémoire en marketing, c'est un mémoire en marketing et en finance, parce qu'on veut qu'ils interconnectent les deux. Ouais. Vous voyez, c'est ça le travail en fait. Et ça se joue dans la tête en fait, plus que des compétences techniques. Souvent, pour devenir cadre de très haut niveau, ce que l'on vous fait faire, c'est qu'on vous fait faire du coaching. Alors, il doit y avoir un terme français au Canada, je vous laisserai traduire par vous-même. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Coaching, ça se dit. Ça se dit aussi, ouais. Coach de vie est un métier. Ouais, voilà, donc vous avez du coaching en fait où on vous fait travailler sur votre personnalité, par exemple apprendre à pas s'énerver, à essayer de comprendre en fait le point de vue de l'autre, à essayer de reformuler le problème, à ne pas vivre comme une agression quand les gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est ça qu'on attend en fait d'un dirigeant. Et donc c'est pas des compétences, techniques, les savoirs, c'est plus du savoir-être en fait. Okay. Super intéressant. Donc, de façon générale, de quelle façon les sociétés sont-elles structurées? Ouf. Donc, il y a les travailleurs, puis j'imagine qu'il y a les domaines, donc il y a le marketing, il va y avoir la production, la distribution, j'imagine que c'est ça, puis là, tout ça, ça rentre dans le fond dans un... Est-ce qu'il y a une structure précise ou ça dépend vraiment de l'entreprise? Ça dépend, il y a plein de... Votre question, là, pour des heures, je peux répondre, hein, mais vous êtes parti pour un cours de plusieurs heures, en fait. Non, il y a plein de formes organisationnelles, en fait. Il y a plein de formes organisationnelles. Il y a un auteur qui est voisin de chez vous, en fait, qui est à la retraite maintenant, qui a résumé tout ça dans un livre qui est déjà dépassé, qui est Henri Mintzberg, qui était à McGill. Et il a écrit tout un livre sur ce qui s'appelle Structure et dynamique des organisations. Et rien que ça, voilà, moi c'était ma Bible quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, on pourrait doubler, tripler la taille du livre, en fait, pour répondre à votre question. Ça dépend, il y a
plein de... Ça dépend vraiment. Et il y a plein de formes organisationnelles différentes, fonctionnelles, multidivisionnelles, en réseau, en matrice, voilà, et puis il y a plein de paramètres expliquant pourquoi certaines dominent dans certaines industries et pas dans d'autres, ou en fonction de la date d'apparition. Enfin, c'est tout un tas de choses que Mimsberg appelle les paramètres de conception, les facteurs de contingence, etc. C'est une question hyper vaste. En fait, il n'y a pas une forme, qui domine. En fait. Et j'imagine que le choix de la structure est vraiment relié à l'efficacité pour augmenter la production, pour augmenter... Dans le long terme, dans un monde idéal, oui. Dans le long terme, oui, mais à court terme, pas forcément, en fait. Dans le long terme, par exemple, c'est un des plus grands théoriciens là-dessus, mais aussi, ça va être vieux, c'est 62. Alfred Chandler, il nous dit qu'en fait, les entreprises sont passées par des formes... Elles ont adopté au début du XXe siècle des formes multidivisionnelles. Et ça, et avant, elles avaient adopté des formes fonctionnelles. Et il montre comment c'est lié au développement pour les formes fonctionnelles des chemins de fer en fait aux États-Unis et le besoin de traiter la coordination. Et les formes multidivisionnelles, comment c'est lié à la diversification en fait de ces entreprises. Donc, et moi, j'ai étudié dans le passage en France des entreprises de formes fonctionnelles à multidivisionnelles, mais elles mettent 20 ans, 30 ans en fait à se transformer parce que c'est compliqué, c'est pas simple. Donc à long terme, celles qui vont survivre, c'est celles qui auront su adapter leur structure aux enjeux qui les caractérisent. Mais à court terme, dans les 5-10 ans, bien souvent, c'est n'importe quoi en fait. C'est pas si clair que ça. Ok, parfait. Et ça aussi, ça rentre. Alors, comment les technologies nouvelles ont-elles eu un impact sur la structuration de l'entreprise? Donc, sur la structuration de l'entreprise, c'est des questions de thèse à chaque fois que vous posez ces monstres. Désolée. Non, mais c'est très très large. Mais, par exemple, est-ce qu'il y a des postes qui ont été éliminés avec les nouvelles technologies? Oui, bien sûr, partout. Ouais. Alors, en fait, il y en a plein. Prenez l'informatique, en fait. Il y a 30 ans, en fait, il fallait des jeunes femmes qui faisaient dactylo, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a... tous les patrons un peu modernes que je connais, ils tapent eux-mêmes, ça va plus vite en fait. Ils tapent eux-mêmes et donc ils ont pas besoin de dactylo, ils peuvent gérer leur agenda assez facilement. Donc, donc c'est du secrétariat. Voilà, vous avez toutes les tâches répétitives et routinières qu'on a pu automatiser, donc ça change énormément de choses. Si on joue sur les formes organisationnelles, l'informatique, ça a permis de réduire la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'échanger rapidement de l'information avec plein d'autres entités. Donc, quand vous voulez contrôler des gens, le mieux c'est peut-être qu'ils soient à côté de vous. C'est comme pour voir ce qu'ils font, leur donner des ordres, etc. Avec l'informatique, vous n'avez plus besoin qu'ils soient à côté de vous parce que vous avez sur votre ordinateur plein de chiffres qui s'affichent sur ce qu'ils font, etc. Et donc vous pouvez mieux contrôler en fait leur action, leur performance. Et donc vous avez des services que vous allez complètement externaliser. Vous n'avez plus besoin chez vous. Donc ça, c'était un des grands mouvements en fait de changement des structures organisationnelles, c'est qu'on a eu de l'outsourcing en fait, avec des activités qui sont faites à l'extérieur dans des pays du tiers-monde. Ou pas, ou simplement même ça peut être l'entreprise du coin. Mais c'est plus facile quand vous voulez arrêter. C'est peut-être moins le cas au Canada, quoique. Mais quand vous voulez arrêter une coopération avec quelqu'un, s'il est un salarié, c'est compliqué. Si c'est un prestataire, c'est pas compliqué. Vous dites que le contrat s'arrête et puis il s'arrête et puis vous arrêtez de facturer et puis c'est fini, quoi. Alors que si c'est un salarié, c'est plus compliqué. Donc le développement de l'informatique, ça a eu cet impact-là. Ça a supprimé tout un tas de tâches d'analystes. Le fait que l'information remonte facilement, les gens ils font leur analyse eux-mêmes, ils n'ont plus besoin que quelqu'un la fasse à leur place. Et puis de plus récemment, là on est sur une nouvelle révolution en fait informatique avec tout ce qui est intelligence artificielle et big data, où là ça va encore changer beaucoup de choses. Là ça casse les frontières traditionnelles des métiers, parce que les gens peuvent demander en langage naturel, plutôt que de devoir faire une requête compliquée sur un outil que vous ne connaissez pas. Là vous lui demandez, tiens, j'aimerais voir les chiffres des ventes du Canada entre septembre et décembre, en éliminant tout ce qui se trouvait à Trois-Rivières, parce que c'est une zone qui ne m'intéresse pas. Le truc qui vous sort la réponse. Donc c'est extraordinaire. Donc ça c'est encore une autre... c'est une révolution qui commence, qui aura un impact fort
sur l'organisation, mais voilà, donc ça a beaucoup impacté. Dans un premier temps, suppression effectivement de postes, gain de productivité terrible. Dans un deuxième temps, changement des périmètres de l'organisation avec des services qui sont externalisés, parce qu'on peut plus facilement les contrôler en termes académiques, on va dire, ça baisse ce qu'on appelle les coûts de transaction, et donc on peut plus facilement les externaliser. Et puis là, ça change des compétences, la mobilisation des compétences, il va falloir des gens plus flexibles, capables de travailler plus en équipe encore qu'avant, parce que toute la partie purement technique, elle va souvent être traitée automatiquement. Donc là, c'est assez extraordinaire. D'accord. Sur le plan budgétaire, quels outils sont mis en place par l'entreprise pour contrôler ses dépenses? Vous en avez plein là aussi, vous avez le calcul de coûts, vous avez les budgets, vous avez les tableaux de bord, enfin il y a plein de réponses. En fait, là j'ai cité les 3 principales. Donc les entreprises calculent des coûts. Donc ça, et tout est calculé dans une entreprise, non? Non, pas tout, il y a des entreprises qui ne calculent rien. Ah ouais? Oui. Mais dans les grandes sociétés? Même dans les grandes sociétés, je suis pas certain que chez Apple on fasse beaucoup de calcul de coûts par exemple. Je pense pas que ce soit dominant, je pense qu'on en fait. Chez Chanel par exemple, on calcule pas les coûts. J'ai raconté une bêtise, mais parce que je connais pas les chiffres, mais chez Chanel, quand ils vous vendent un parfum Chanel numéro 5 à 100, en fait ça leur a coûté 20. D'accord, il y a les frais de marketing, la rémunération de la marque est juste extraordinaire. Donc le coût de production par exemple du Chanel numéro 5, c'est pas un souci. Et alors que par exemple si vous êtes dans l'industrie automobile, chez Renault par exemple, vous allez devoir compter au plus juste parce que là le moindre centime compte en fait dans la production de la voiture. Chez Ferrari, le moindre centime, c'est pas le centime qui est important, c'est des milliers d'euros en fait. Donc oui, dans une entreprise comme Chanel ou Ferrari, les coûts c'est pas central en fait. Et de même les budgets, c'est pas central. En revanche, on aura d'autres indicateurs de performance comme la satisfaction client, la qualité. Chez Chanel, la qualité, c'est hyper important. Et chez Renault aussi, c'est important. Mais chez Chanel, c'est encore plus important parce que là, on touche au luxe, au moindre défaut, en fait, est un vrai problème avec des clients hyper exigeants. Enfin, c'est pas... donc voilà, en termes de suivi des coûts, en fait, vous allez avoir dans les entreprises qui sont dans du low cost ou dans des stratégies de volume, ça va être important de développer des budgets, des calculs de coûts. Dans les autres, c'est un peu moins important. Vous aurez plus d'indicateurs sur qu'est-ce que le client il en pense. Ça ne veut pas dire que dans le low cost, on ne se posera pas la question de savoir ce que le client en pense. C'est moins important. C'est moins important. Le client, il vient surtout pour avoir le moins cher possible. Donc on va prioriser ça comme la performance. Avoir le moins cher possible, mais pour la compagnie, c'est de vendre le plus cher possible, non? Oui, c'est d'avoir la marge la plus élevée possible. C'est plutôt ça, c'est d'avoir la marge la plus élevée possible. Donc elle va se poser la question de savoir, vous êtes Ryanair ou EasyJet ou Air Transat, vous allez chercher à épurer toute l'offre, en fait, à enlever le maximum de produits de services, parce que vous voulez que les clients, vous savez, qui vont venir chez vous, ils sont particulièrement intéressés par le prix, en fait. Voilà. Donc vous allez chercher pour un prix donné à baisser le maximum en fait les coûts pour maximiser votre marge. Dans d'autres compagnies, Air Canada, Air France, ce ne sera pas le même sujet en fait. L'entreprise ne cherche pas à vendre le plus cher possible, elle cherche à maximiser sa marge. Ce qui est différent. Donc ça veut dire, dans certaines entreprises, ça se joue essentiellement sur la baisse des coûts. Dans d'autres, c'est un bon positionnement entre les prix et les coûts. Donc, toutes les sociétés ne seront pas sur le même plan en fait là-dessus. D'accord. Est-ce que le pouvoir d'achat des consommateurs a une influence directe sur les activités de l'entreprise? Donc, les capacités... donc est-ce qu'une société va adapter ses activités selon ce que le consommateur est vu? Ou est-ce qu'il va plutôt viser un marché qui existe déjà en termes de consommation? Parce que pour les entreprises de haut de gamme, c'est clair que Chanel ils vont pas adapter leur marque et leurs produits selon les consommateurs. Eux, c'est vraiment établi. Mais si. Vous croyez? Parfois, ils vont même faire du sur-mesure, en fait. Ils vont parfois faire du sur-mesure, en fait, pour leurs consommateurs. Donc, ils vont s'adapter. J'ai du mal à comprendre votre question, en fait. Vous voulez en venir. Est-ce qu'ils vont tenir compte du pouvoir d'achat? Oui, ils vont tenir compte du pouvoir d'achat. Par exemple, un exemple historique ancien, c'était General Motors. Ford, il produisait une voiture, le client était roi, s'il voulait une voiture noire, modèle T. Voilà.
Mais s'il veut ça, il est roi, il a raison. S'il veut autre chose, il va voir ailleurs. Et donc Ford a dominé le début du XXe siècle, et puis après c'est General Motors qui a pris la suite. Et General Motors s'était fondé sur la diversité des produits et la montée en gamme, c'est-à-dire que vous aviez une gamme pour les jeunes, une gamme pour les un peu moins jeunes, une gamme pour les familles débutantes, une gamme pour les familles établies, les enfants ont grandi, il faut pouvoir les mettre, il faut un grand coffre, et puis les enfants finissent par partir, donc vous avez une voiture un peu sport, un peu luxe, parce que les gens vieillissent, il faut... Et donc à chaque fois, et ces gens, ils ont un pouvoir d'achat qui va augmenter au fil du temps. Quand vous êtes jeune, vous avez des salaires qui ne sont pas très élevés, vous n'avez pas d'économie, et puis plus vous progressez dans le temps, plus vous avez des salaires qui ont augmenté, plus vous avez d'économie, plus vous pouvez vous permettre d'acheter des voitures chères. Donc ils tiennent compte du pouvoir d'achat. Ici, ils ont ce qu'on appelle en marketing une segmentation de l'offre, en fait, en fonction de ce que fait de ce que peut faire, ce que peut payer le client. Et après, il y a des... si on voulait aller plus loin, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vous avez une personnalisation de l'offre, en fait, notamment dans le luxe, en fait, et on va faire en sorte que les gens ils aient une expérience unique de consommation, que ce ne soit pas la même que leurs voisins. Jamais très éloigné, hein, mais enfin, essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu unique, que le client il se sente lui-même unique, en fait, et reconnu comme ça. D'accord. Nous savons que de façon très générale, les entreprises fixent le prix de leurs produits à partir de l'offre et la demande. Mais quelles mesures une entreprise peut-elle prendre pour influencer la demande sur le marché? C'est une bonne question, ça. Là aussi, c'est sujet de thèse à chaque fois, donc c'est compliqué de répondre. Pour influencer la demande. Il y a le marketing, publicité, ça c'est la première chose. Elle peut jouer sur les prix. Elle peut aussi créer les conditions, par exemple. Parce que le marketing, publicité, tout ça, vous savez par cœur. C'est même assez intuitif. Mais par exemple, des sociétés qui ont commencé à exploiter l'aluminium au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, les gens ne voulaient pas acheter de l'aluminium, en fait. Ça n'avait pas de bonne presse. Donc ils ont créé des sociétés qui ont fait la promotion de l'aluminium pour montrer aux clients que c'était pertinent. Donc ils ont créé le marché. Donc on a créé des voitures en aluminium, on a créé des avions, c'était assez évident parce que là c'était léger, mais aussi des vélos en fait en aluminium pour montrer aux gens qu'il y avait plein d'usages en fait possibles de ça. Donc vous voyez, ça c'est plus subtil que jouer sur le... Non, c'est du marketing, mais c'est pas de la publicité, c'était pas de la publicité, c'était de montrer en fait les usages. Donc ça c'est une façon de faire évoluer la demande. Le client souvent il sait pas très bien ce qu'il veut d'ailleurs. Il ne sait pas très bien ce qu'il veut, donc c'est souvent à l'entreprise d'essayer d'imaginer ses usages. Je reviens sur Henry Ford. Henry Ford disait, si j'avais demandé au client ce qu'il voulait, il m'aurait dit je veux des chevaux plus rapides. Voilà, parce que pour lui, c'était une charrette avec des chevaux, et voilà, il aurait voulu des chevaux plus rapides. Il n'aurait jamais dit je veux l'automobile. Et donc il faut créer l'automobile. Et voilà, donc oui, c'est créer un environnement aussi qui permet, qui est agréable, qui va permettre de porter des services. Steve Jobs avec Apple, il est un peu pareil en fait. Son génie, c'est d'être un peu visionnaire et d'avoir compris que c'est pas évident. C'est-à-dire si on passe d'un téléphone, ça fait téléphone parce que c'est encore une fonction possible, mais pour mes enfants, c'est d'abord un appareil pour écouter de la musique, pour aller sur YouTube, pour prendre des photos. C'est hyper important les photos sur un téléphone. Moi je pense ça comme téléphone, mais voilà. Et donc lui il a imaginé plein de services en fait qui allaient autour, et c'est l'intégration de ces services et le design aussi. Et le design qui fait que ça crée la demande. Les gens ils ont envie d'acheter des produits qui sont beaux, qui leur rendent des services, mais en plus qui sont beaux, qui leur apportent quelque chose en plus. Est-ce que c'est aussi l'image de la compagnie aux yeux des consommateurs? Le design, oui, c'est clair. Mais quelles sont les stratégies utilisées pour pousser un consommateur à acheter plus cher un produit? Il y en a... pour acheter plus cher un produit? Plus cher, il y en a plein. L'envie, vous avez créé l'envie avec la publicité. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes peut-être une génération, vous allez être d'accord avec ça. On ne peut pas vivre sans téléphone portable aujourd'hui, c'est pas possible. Mes enfants, ils ne peuvent pas comprendre, en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et comment vous faisiez autrefois pour vivre sans téléphone? En fait, on n'a pas besoin d'un téléphone portable, c'est juste on peut très bien vivre sans Même téléphone. juste venir à Paris, faire le tour de la ville, c'est juste sur nos selles que ça se passe, les cartes. Avant, c'était... J'ai essayé une journée avec une carte et j'ai abandonné. Oui, mais bon, vous étiez vraiment perdu, vous n'aviez pas autre chose, vous seriez bien débrouillé. On a emmené mes enfants cet été à
à Cuba, en fait. Et c'était marrant parce que il n'y a pas de téléphone portable, enfin, il n'y a pas de réseau, en fait, très léger, ça marche pas. C'était malheureuse comme tout. Et après, on est allé directement à Toronto, en fait, et c'était mignon parce que quand ils sont arrivés dans l'aéroport, elles étaient avec leur téléphone portable. Le douanier s'est arrêté, il a regardé la grande jusqu'à ce qu'elle lève la tête, et il a dit she's back. She's back, ouais, dans tous les sens du terme. She's back. Et donc voilà, donc il y a l'envie, il y a donc vous vous projetez des utilisations, il y a l'envie par rapport aux autres parce que les autres vous voulez avoir. Vous jouez sur les frustrations des gens. Donc vous allez, pour moi c'est de la manipulation mentale en fait. Manipuler mentalement les gens pour leur faire croire qu'ils ont besoin de trucs dont ils ont au fond pas besoin. Mais voilà, et c'est comme ça que vous faites augmenter la... Après, il y a des choses dont on a vraiment besoin. Je sais pas, il y a des médicaments, des crayons, des choses comme ça. Il y a plein de choses dont on a besoin maintenant. Je vous ai réfléchi il n'y a pas longtemps. Quand j'étais jeune, moi j'avais une trousse avec j'avais que ça comme crayon. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai partout en fait. J'en ai à mon sac, au fond de mon sac, dans ma trousse ici, partout. Et donc en fait, on n'en a pas besoin, mais voilà, c'est pas cher, donc finalement on les compte plus. Et ça aussi, ça donne l'impression qu'on a besoin de tout ça. C'est vrai. À votre avis, le consommateur français se distingue-t-il des consommateurs d'ailleurs en Europe? Bah oui. Le français, mais comme tous les autres en fait. Il a des spécificités. Alors, je vais vous dire lesquelles, je serais bien en peine, mais il a des spécificités. Bon, c'est culturel, l'achat, la consommation, c'est un acte culturel. On peut acheter le même produit, et pas pour les mêmes raisons, et pas le consommer de la même manière. En fait, donc oui, il a des spécificités. Il y a des produits qu'il va valoriser, d'autres qu'il ne va pas valoriser. Je vous donne un exemple tout bête, mais en France, manger, c'est un acte culturel fort, en fait, c'est un acte de socialisation. Quand vous allez manger avec quelqu'un, c'est hyper important, il se passe plein de choses. Il n'y a pas beaucoup de pays, en fait, où on a ça. Les États-Unis, c'est d'abord prendre de l'énergie, en fait. Il n'y a pas de valeur. Voilà. Parfois, mais globalement, il n'y a pas de valeur. Voilà. Et on le retrouve dans les termes, par exemple, en France, on va parler de fruits de mer, et on va parler de seafood. C'est la seafood, c'est juste la nourriture de la mer, quoi, en fait. Voilà. Les fruits de mer, c'est tout de suite beaucoup plus exotique. Et on va retrouver ça chez les Chinois. Moi, j'aime bien les Chinois pour ça, parce que passer à table avec des Chinois, c'est un acte culturel. Il se passe plein de choses. Faut bien se tenir à table. C'est là où on fait des affaires, en fait. Et c'est ni bien ni pas bien. Hein. Je dis pas que c'est bien de faire ça, mais c'est culturel. C'est culturel. Et donc voilà, sur tous les autres produits, on ne consomme pas de la même manière. Moi, je vais valoriser le vin, par exemple, parce que c'est un produit que j'aime bien, très français, hein, en faisant ça. Un jour, j'étais allé aux États-Unis, en Floride, et donc je regardais dans Booking ou hotel.com, je sais plus là, et donc vous regardez tout de suite les commentaires des gens. Donc l'Américain, il trouvait que c'était formidable parce que le Hilton de Saint-Pétersbourg, en fait, en Floride, c'est le même service, il ressemble à celui de Miami. Moi, ça me donne pas envie d'y aller, en fait. J'ai envie justement que ça soit différent. Et voilà, l'américain, il aime bien, je prends l'américain, c'est parce que il est un peu caricatural, parfois il aime bien quand c'est toujours très process, en fait, et que c'est toujours très répétitif. Voilà, l'italien va encore chercher autre chose. Dans l'acte de consommation, moi j'ai été épaté par les Danois au Danemark, dans une université. Vous êtes ici à Dauphine Non. L'université, non. Vous êtes où? À Montréal. Dans laquelle? Jean Brébeuf, c'est un cégep. Donc c'est entre le lycée et l'université. D'accord, ok. Mais mettons, nous on va peut-être aller au HEC ou à McGill. HEC, d'accord, ok. Mes enfants, ma grande rêve d'aller à HEC à McGill. On est à HEC l'été dernier, pour qu'elle voit en fait. À Montréal. Elle a quel âge? 15 ans, 16 c'est bientôt. 16. Oui, c'est bientôt. Donc, et McGill, c'est le top. McGill, elle trouve ça très joli. Elle n'a pas aimé Concordia. Concordia, c'est pas beau. Et HEC, elle y pense ou pas? Oui, ça fait partie des mais elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire, donc ça reste encore. Mais voilà, elle a vu HEC, ça ne lui a plus. Bon, à Copenhague, en fait, à la cafétéria, il n'y a personne qui vend les produits. Il n'y a pas de caissier. Vous prenez les produits, vous les scannez vous-même et puis vous payez, puis personne ne vérifie.
Mais ça, c'est quand même très différent, ça, comme acte de consommation. Nous, en France, si on fait ça, c'est la catastrophe. En fait, les gens, ils payent pas, ils partent avec. Et ça dépend. Je pense que ça dépend, ouais. Je pense Au Canada, ça dépend. Ça dépend vraiment. où. À Brébeuf, il paierait, mais pas nécessairement n'importe où. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, ouais, là, ici, l'acte de consommation, il est très très différent. C'est les gens du Nord, comme ils sont. Voilà, plein d'autres exemples comme ça qui me viennent. L'anglais, par exemple, quand il boit, c'est un rapport, en fait, m'inscrit chez les jeunes, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui en France, mais il a un rapport à l'alcool qui est juste complètement fou, en fait, avec du binge drinking. L'alcool, c'est... Oui. Ouais, Ah oui, avec la bière tout de suite. Enfin, ah, tenez, la consommation extraordinaire. J'étais au ski la semaine dernière. Et je suis allé au ski au Canada avec des collègues. Au-dessus de Mont-Tremblant. Non, de Mont-Tremblant au-dessus, un peu au nord de Mont-Tremblant, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une petite station qu'un collègue a créée. Pas Mont-Saint-Sauveur. Si, c'est ça. C'est plus Avec au sud. Atma, Saint-Sauveur. Proche de Moronites. Mont-Saint-Sauveur, c'est pas très haut, mais c'est très large. C'est près d'un lac, un grand lac qui s'appelle... bon, je regarde ça. C'est important. Bah oui, c'est l'acte de consommation, il est complètement différent. C'est faire du ski, c'est idiot. Hein. C'est faire du ski, c'est partout pareil. Donc, je me débrouille assez bien en ski. Et les collègues, ils me disent, mais tu y vas souvent? Je dis, là, maintenant, j'y vais 1 fois par an. Et avant, j'y allais 2 à 3 fois par an. Il me dit, ah, c'est tout? Ouais, nous, c'est chaque fin de semaine. Voilà, exactement. Nous, 1 fois par an, c'est 1 semaine en fait. Donc c'est très intensif. Et c'est très très intensif. Alors que là, 1 fois par an, ça serait effectivement une fin de semaine pour aller faire du ski. Voilà, dans ces cas-là, ça serait plusieurs fois par an en fait. Et puis quand vous arrivez, il y a des pistes de ski, en fait, il faisait -20 là. Quand on y est allé, la piste elle était très très gelée, donc on pouvait skier que quand la machine était passée, parce que sinon c'était de la glace. Et les pistes, elles sont un peu embêtantes en fait, quand on skie dans les Alpes. C'est un peu comme les Rocheuses, c'est complètement comme les Rocheuses. Donc c'est plus sportif, et là les pistes, je m'ennuie quoi en fait. Mais surtout si c'est dans le bout de Mont-Saint-Sauveur, c'est sûr. Voilà, et donc rapidement, je me suis dit, je vais faire comme en France, je vais aller sur le côté de la piste, parce que sur le côté de la piste, il y a des bosses, tout ça, c'est plus rigolo. Sauf que c'était tellement gelé que j'ai pris un grand valdingue en fait, et voilà. Et puis après, quand j'arrive en bas du télésiège, je me dis, ça c'est formidable, parce que ça c'est vraiment les Canadiens, ça j'aime bien ça. Il y a une file si on est tout seul, une file si on est 2, une file si on est 3, une file si on est 4. En France, tout le monde arrive en même temps, on se marche sur les skis. Voilà, et c'est la même activité. Et puis après, je me dis quand même, ils sont beaucoup plus éduqués, ces Canadiens, quel respect. Et puis là, je monte dans le télésiège, il y a des bouteilles de bière partout sur le télésiège, ce qui n'arriverait jamais en France. Mais juste aussi, je pense les modes de comportement, juste si on prend le métro. Puis à Montréal, le métro, c'est vraiment tout le monde se met à droite dans les escaliers roulants, on se tasse quand les portes s'ouvrent. Ici, c'est vraiment, t'essaies de sortir en même temps. Moi, j'ai mon but, puis je vais... Ouais. Exactement. Donc oui, c'est de l'acte de consommation. Là, c'est la consommation de ski en fait. En France, vous avez froid quand vous montez dans le télécabine, et vous avez chaud quand vous descendez, parce que vous avez fait du sport en ski. Là-bas, c'était très différent, un peu comme la semaine dernière, c'était pareil, parce qu'il faisait -20 aussi. Donc, on se réchauffait je me réchauffais dans les sièges, et j'avais super froid partout en fait en descendant. Voilà, et donc c'est des actes, la façon de consommer en fait est très très différente. Et c'est aussi, on voit des Canada Goose, les gros manteaux. Au Canada, on les porte quand il fait -30. Puis ici, je pense hier qu'il faisait 10, il y en avait un. Ouais, mais c'est parce que c'est autre chose, parce que les Canada Goose c'est très très cher, donc vous les portez pas parce qu'il fait froid, vous portez parce que c'est un signe. Ici, c'est pour un signe de richesse. C'est un signe extérieur de richesse. Moi, je pensais que c'était plus un signe qu'ils étaient moins habitués au froid. Non, c'est un signe extérieur de richesse. Ma fille arrête pas, elle a plein d'amis qui ont des Canada Goose, elle trouve ça ridicule. Mais elle sait très bien pourquoi c'est des millimètres, c'est des signes extérieurs de richesse. C'est pas, Mais au Canada, c'est l'est aussi, mais c'est aussi, il y a vraiment un côté pratique. Il y a un côté pratique, mais là, c'est pas du tout ça. Canada Goose, tout le monde sait que c'est une marque, c'est des signes de reconnaissance. Enfin, c'est des signes de reconnaissance, en fait. Vous affichez votre richesse en faisant ça. Et bon, pour la dernière question, sur le plan du marketing et de la mise en marché, quelles sont les mesures prises par une compagnie pour inciter l'achat de leurs produits? Inciter l'achat de leurs produits. Inciter
inciter, excusez-moi. Inciter. Pour inciter, bon, là aussi il y a plein de choses, c'est la publicité, il y en a plein, publicité dans la rue, publicité sur le lieu de vente, publicité à la télé, enfin vous allez avoir plein de modalités en fait pour inciter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a tellement que c'est... vous allez lancer des campagnes de promotion, vous allez chercher à différencier l'offre, par exemple. Vous savez que dans un avion, quand il y a 300 sièges, il y a 700 tarifs à peu près. Wow! C'est-à-dire qu'il y a plus de tarifs que de sièges. Donc que de... Dépendamment où... Parce que ça va dépendre de... est-ce que vous êtes... par exemple, vous allez avoir des tarifs différents si vous êtes business éco, ça c'est évident. Mais aussi si vous prenez votre billet très en avance ou à la dernière minute, en fonction de votre âge, vous n'avez pas la même propension à acheter en fait que quelqu'un de plus vieux. Moi quand je vais sur... je pense que je paye un tout petit peu plus cher en fait, si je dois payer un tout petit peu plus cher en fait que vous, parce qu'avec une famille c'est plus compliqué à bouger en fait, on est moins mobile, donc vous avez plein, vous voyez ici c'est ce qu'on appelle des tarifications différenciées. Et donc c'est intéressant je trouve d'avoir ça en tête parce que c'est là où c'est le 700 tarifs pour 300 places en fait. Donc si vous voulez créer une émeute dans un avion, vous demandez à votre voisin combien il a payé. D'accord, et puis vous lancez un débat et là vous allez voir, c'est juste extraordinaire en fait, les gens ont des tarifs très 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 différents. Et même si vous allez sur le site et que vous achetez pas, vous renseignez, quand vous allez revenir la deuxième fois en fait, ça vaut le même prix parce qu'on aura mis des cookies dans votre micro et donc on sait que vous êtes déjà venu, donc c'est-à-dire que vous êtes intéressé, donc vous êtes en train d'hésiter et on va augmenter légèrement le prix pour vous inciter à acheter parce que vous allez dire juste ça a augmenté, peut-être que je me dépêche à acheter, ou on sait que si vous êtes revenu c'est que vous hésitez à acheter quoi, donc vous êtes un client à marge en fait. Et puis si vous utilisez un Macintosh ou un PC, vous n'aurez pas le même prix. Il y a des collègues qui ont fait des expériences en fait sur les hôtels. Vous mettez le même hôtel sur Booking en fait et vous faites avec un Mac et un PC et vous avez une différence de 6 à 7% dans le prix de la chambre d'hôtel. Mac, j'imagine c'est plus cher. Mac c'est plus cher parce que c'est des gens qui acceptent de payer plus cher leur micro-ordinateur, c'est pas les mêmes CSP donc... Waouh! Ah oui. Vous avez des Macs? Ouais. Voilà, les enfants aussi. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas. Waouh! Je suis impressionnée, je savais pas ça que c'est vrai. Après voilà, donc il y a plein de... Il y a plein de... C'est vieux comme le monde, c'est du commerce en fait, on ne prête qu'aux riches. Donc là, si vous arrivez avec de l'argent, on va vous faire plein de trucs, mais parce qu'on sait que vous savez... C'est comme quand tu vas à un petit marché où tu négocies un prix. Puis s'il voit que tu as beaucoup d'argent dans ta sacoche, il va te donner. Ou si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le meilleur prix, c'est être prêt à perdre le produit et dire non, mais j'en veux pas, j'en veux pas, et les gens reviennent, et il faut insister, et puis à la fin, vous lui faites un cadeau. Bah oui, c'est ça. Mais parfois, vous allez perdre, vous l'aurez pas. Il faut accepter de perdre. Donc, c'est parce que vous ne le voulez pas que vous ne paierez pas cher, en fait. Si vous voulez vraiment, vous allez payer très cher. Et le bon commerçant, il saura détecter ça chez vous, en fait. Le bénéfice doit être plus haut que le coût, en fait. Ça c'est clair, ça c'est clair. Bon, merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie.